Nous avons vu maintenant le concept de l'espace du signal. Nous avons compris que dans l'espace du signal, nous pouvons représenter les signaux où la longueur de vecteur correspond à l'énergie du signal. Mais nous n'avons pas vu encore comment construire une base pour une certaine collection de symboles. Donc, il y a un processus très simple pour chercher une collection de vecteurs de base, et ça, c'est le processus Gram-Schmidt. Comme j'ai mentionné, le Gram-Schmidt n'est pas couvert dans le livre de Sklar, mais il est disponible sur le site web de cours avec quelques notes de cours et des liens vers des points sur Internet où on peut lire plus sur le processus Gram-Schmidt. Donc, le Gram-Schmidt, c'est comme une recette. C'est une recette pour chercher des vecteurs de base à partir d'une collection des symboles. Donc, on a M symbole ici, M forme temporelle, et on aimerait savoir c'est quoi les vecteurs de base C1 jusqu'à Cn. Donc, la recette est simple. On commence dans la première étape à formuler le premier vecteur de base. Le premier vecteur de base est, par définition, c'est le premier symbole. Donc, on construit la base à partir du premier symbole. Mais étant donné que notre vecteur de base doit être un vecteur normé, ça veut dire que la longueur de vecteur doit être 1, on va normaliser le signal 1 par 1 sur le racine carrée de son énergie. Comme ça, quand nous allons chercher c'est quoi le module au carré ou le produit interne de C1 avec C1, nous allons avoir 1. OK. Étape 1, commence avec le premier symbole, normaliser l'énergie. Étape 2. Étape 2, nous allons formuler le parti de S2, le prochain symbole. Nous avons fait S1, ça c'est dans l'espace. On veut mettre S2 dans l'espace. Donc ici, on fait la projection de S2 sur le premier vecteur de base. Projection. Donc par exemple, si j'ai un axe ici, X1, et j'ai un vecteur quelconque, ici, c'est la projection de ce vecteur dans l'axe de x. Donc ici, c'est 20x. Ce sera le composant ici. Donc, la projection, comment est-ce qu'on calcule la projection? On prend le produit interne. Donc, le produit interne de S2 et C1 est dans la direction de C1. Donc, on appelle ça notre étape intermédiaire θ2. On prend cette projection et on enlève la projection. Donc, on enlève la partie qui est la projection sur le symbole précédent. Et ce qui reste sera la partie de S2 qui ne peut pas être représentée par le vecteur de base 1. Donc, c'est la partie de S2 qui est orthogonale à C1. Donc, nous formulons l'énergie de cette étape intermédiaire. C'est intermédiaire parce qu'il n'est pas normalisé encore. Donc, on cherche c'est quoi l'énergie pour cette étape intermédiaire. Et le deuxième vecteur de base, finalement, c'est la partie de S2 qui est orthogonale à S1 et avec une normalisation. Donc, on continue avec notre recette. Et supposons que nous sommes arrivés à la IM étape dans la recette. Donc, dans les IM étapes, nous allons commencer avec les IM symboles et nous allons enlever la projection de cet symbole I sur chacun des bases que nous avons trouvées précédemment. Donc, de k égale à 1 jusqu'à I moins 1. Donc, toutes les étapes précédentes, nous avons trouvé un vecteur de base précédente. Donc, on enlève systématiquement le produit interne de le nouveau symbole, le symbole SI qui en ajoute, projection et direction de ce symbole de base. Donc, c'est ce qui reste, le θi ici, c'est le SI moins toute la partie qui peut être représentée dans la base déjà trouvée. Donc, c'est la partie nouvelle. C'est la partie qui est orthogonale au vecteur de base précédente. Donc, encore une fois, nous cherchons l'énergie pour cette étape précédente et on fait une normalisation de θ pour arriver à l'IM vecteur de base. Donc, pendant tout ce processus, ça se peut que nous arrivons
à un symbole qui peut être déjà représenté par les vecteurs de base qui étaient déjà trouvés. À ce moment-là, le IM, vecteur de base, va être 0. Donc, ça veut dire qu'à cette étape, il n'y a pas d'autres vecteurs de base à ajouter. Pourquoi? Parce que finalement, quand nous avons que si I est égal à 0, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est parce que SI, finalement, peut être écrit comme une combinaison linéaire des symboles précédents. Parce que si le SI peut être représenté par une combinaison linéaire de symboles jusqu'à I-1, à ce moment-là, c'est une combinaison linéaire des précédents. Ça veut dire que les précédents étaient couverts par les vecteurs de base précédents. Donc, il n'y a rien qui est orthogonal à ces symboles parce que c'est composé juste de ces symboles. Donc, quand c'est une combinaison linéaire, ça veut dire que cette étape n'ajoute pas de vecteur de base et on continue avec le prochain élément, le prochain symbole. C'est aussi la raison pour laquelle on dit que n est plus petit ou égal à m. Donc, quand n est plus petit qu'm, n plus petit qu'm, pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'un des symboles peut être écrit comme une combinaison linéaire des autres symboles. Juste pour clarifier, la recette arrête éventuellement, donc nous continuons toujours avec les IM, jusqu'à nous arrivons à la dernière SM, et au plus tard à I égale à M, mais ça peut avoir moins de vecteurs de base à cause de ce phénomène qui un des symboles est une combinaison linéaire des autres. Donc, on retourne à notre exemple, l'exemple avec lequel j'ai commencé la discussion de l'espace du vecteur. Donc, je prends le processus de Gram-Schmidt pour arriver à la représentation vectorielle pour cette collection de 3 symboles. Donc, nous avons en rouge S1, en bleu S2 et en blanc S3. Et nous allons utiliser cette recette de Gram-Schmidt pour trouver une après l'autre les vecteurs de base pour ce système. Étape 1. On commence avec S1. C'est quoi S1? Ici, c'est l'équation. C'est 1 entre le temps 0 à 1. C'est moins 1 entre le temps 1 à 2. Et c'est 0 entre le temps 2 à 3. Donc, on cherche c'est quoi l'énergie. Donc, on cherche le R sur la courbe de S1 carré. Et nous trouvons que c'est 2. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Donc, quand on fait la base orthonormée, le premier vecteur de base, c'est S1, mais divisé par le racine carrée de l'énergie. Donc, étant donné qu'on divise par le racine carrée de 2, le C1, c'est juste le S1, sauf au lieu d'avoir une amplitude de 1, c'est plutôt une amplitude de 1 sur le racine carrée de 2. Passons à l'étape 2. Avec l'étape 2, nous commençons avec S2, le deuxième symbole, et la définition est 0 entre le premier intervalle de longueur 1, après ça de plus 1 et après ça de moins 1. Donc, on commence avec la première étape, c'est de chercher le produit interne de S2, le produit interne de S2 avec le premier vecteur de base. Donc, il faut calculer c'est quoi ce produit interne, c'est ça qu'on fait ici. Donc, la définition de produit interne, c'est l'intégrale du produit. Donc, je cherche le produit de S2 et C1. Donc, C1 est ici, S2 est ici. Je fais le produit. Donc, il faut diviser l'intégrale qui était l'intégrale de 0 à 3. Je divise dans l'intégrale de 0 à 1, 1 à 2 et 2 à 3. Pourquoi? Parce que chacune des fonctions, il y a une définition différente dans chacun des intervalles. Donc, pour évaluer l'intégrale, je suis obligé de le séparer. Donc, je sépare dans les 3 parties. Il y a 2 parties avec des zéros. Donc, c'est ce qui reste
il y a une seule intégrale de 1 à 2. Les autres ici donnent 0. Donc, c'est ce qui reste, c'est le 1 à 2. Et ça donne la valeur de moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc, notre θ 2, on peut chercher maintenant, c'est la S2 moins, et maintenant la projection, c'est moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc, cette projection multipliée par C1 de t. Donc, on prend cette équation ici, on va multiplier ça par moins 1. Donc, pardon. On va multiplier ici par 1 sur la racine carrée de 2. Et on va dire S1, c'est ce qui est ici, moins 1 sur la racine carrée de 2 de précédent. Donc, pour arriver à la dernière étape de C2, comment est-ce qu'on arrive à ça? Nous avons la différence de S2 moins la projection moins sur une racine carrée de 2 fois C1. Donc, on prend C1 de t et on fait la multiplication par moins 1 sur la racine carrée de 2. Multiplier C1 par ça. Et je dis S2 moins celui-là. Donc, finalement, j'ai S2 plus 1 sur racine carrée de 2 de C1. Donc, avec ces calculs, je peux chercher c'est quoi la θ 2. Donc, nous avons S2 ici, nous avons 1 sur la racine carrée de C1 de t ici, et nous faisons le calcul, et finalement, nous arrivons à une demi entre 0 et 2, et moins 1 entre 2 et 3. Donc, on est presque fini avec l'étape 2. La dernière étape, c'est de calculer l'énergie et normaliser θ 2 pour arriver à C2. Donc, on fait le calcul de l'énergie. Nous arrivons à 3 demi. Donc, le C2, c'est le θ 2 multiplié par la racine carrée de 2 tiers. Donc, nous avons 1 sur la racine carrée de 6 entre 0 et 2 et moins 2 sur la racine carrée de 6 pour t entre 2 et 3. Étape 3, la dernière étape. Et maintenant, nous avons 2 étapes précédentes. Donc, on prend le troisième symbole et on enlève 2 projections. On prend le troisième symbole et on cherche la projection sur le C1 et on cherche la projection de S3 sur C2. Donc, on cherche la projection, on enlève la projection pour finalement finir avec θ 3. Donc, nous avons 2 produits internes à calculer, le produit interne entre S3 et C1 et le produit interne entre S3 et C2. On commence avec le produit interne entre S3 et C1. Et ce produit interne, je vais laisser les détails, mais c'est juste comme le calcul que nous avons fait précédemment. Je commence avec la définition de C1. J'utilise la définition de 3. Encore une fois, je divise l'intégrale en 3 parties. Et finalement, j'arrive à 3 sur la racine carrée de 2. Je fais un calcul similaire pour le produit interne avec C2. Encore une fois, il faut le diviser, l'intégrale en 3 parties, et nous sommes arrivés à 3 sur la racine carrée de 6. Nous avons calculé les 2 produits internes. Maintenant, on prend ces chiffres, qui sont le produit interne, on multiplie par le vecteur C1 et l'autre par le vecteur C2, ou la fonction temporelle C1 et C2, et on fait la différence S3 moins ces autres valeurs. Donc, S3, projection S3 sur C1 et sur C2. On fait l'algèbre et ça tombe qu'on arrive exactement à 0. Donc, il ne faut pas faire d'erreur d'algèbre, mais nous arrivons à 0, puis finalement, le S3 aurait pu être écrit comme une combinaison linéaire de S2 et S1. Donc, je retourne en arrière pour montrer que j'ai dit que S3, finalement, aurait pu être écrit comme une combinaison linéaire de S2 et S1. Par exemple, si je multiplie par 2. Donc, je retourne en arrière pour une seconde pour juste montrer que S3, finalement, aurait pu être écrit comme une
combinaison linéaire de S1. Ici, c'est niveau 2. Ici, c'est 0. Donc, supposons qu'il a multiplié S2 par 2. Donc, 2 fois S1, je vais avoir 2 suivi par moins 2 suivi par 0. Donc, 2 fois S1 de t plus S2 de t est égal à, mais entre 0 et 1, j'aurai 2 moins 0. Donc, 2 pour t entre 0 et 1. Et sera moins 2 plus 1, c'est donc moins 1, entre 1 et 2. Et finalement, j'aurai 0 plus moins 1, c'est donc moins 1 entre 2 et 3. Donc, nous avons fait le processus de Gram-Schmidt. On a essayé la troisième étape, mais on aurait dû réaliser que finalement, le troisième était une combinaison linéaire des deux premiers. Donc, il faut que la troisième étape donne une valeur de 0. Étant donné que le troisième vecteur de base était nul, ça veut dire que notre espace du signal, finalement, est juste de dimension 2. Donc, nous n'avons que 2 vecteurs de base. Le premier vecteur de base, C1, est égal à plus 1 sur racine carrée de 2 et moins 1 sur carré de 2 dans les premiers deux intervalles. Et le C2 est égal à moins 1 sur 6 entre 0 et 2 et moins 2 sur la racine carrée de 6 entre 2 et 3. Donc, avec ces deux vecteurs de base, nous pouvons chercher c'est quoi la représentation vectorielle de nos trois symboles. Donc, vecteur de base, chercher les coefficients à partir de ces valeurs. Donc, par construction, le coefficient de S1 avec C1 sera juste la racine carrée de l'énergie de symbole 1. C'est la définition de première étape de processus Gram-Schmidt. Ça va toujours être ça. Donc, la racine carrée d'énergie est égale à la racine carrée de 2. Donc, ça sera le coefficient de S1. Donc, par construction, S1, produit interne avec C1, c'est toujours la racine carrée de E1. On a déjà calculé le E1, donc ça va nous donner la racine carrée de 2. Encore une fois, par construction, S1 est orthogonal au deuxième. Donc, ça va toujours être le cas. Nous commençons avec le premier symbole qui était dans le processus, qui a un chiffre qui n'est pas nul, suivi par des nuls. Deuxième, deux chiffres qui sont nuls et le reste est nul. Ou ça peut être nul ou pas nul, ça dépend de... Plus que les loin, ça peut varier, mais en tout cas, toutes les entrées pour les étapes suivantes sont par construction 0. On commence avec on peut regarder aussi pour le deuxième. Donc, pour chercher les coefficients pour le symbole 2, il faut calculer le produit interne de C1 de S2 avec C1. Nous avons fait ça dans le processus de Gram-Schmidt, donc nous ne sommes pas obligés de le recalculer, on a calculé une fois. Et nous sommes arrivés à moins 1 sur la racine carrée de 2. Il faut calculer S2 projection sur C2 et on peut faire le calcul et nous arrivons à le deuxième coefficient de S2 qui est 3 sur la racine carrée de 6. Dernière étape, pour le troisième symbole, il faut chercher le produit interne avec C1 et C2, mais encore une fois, on a déjà fait ça dans le processus de Gram-Schmidt. Donc, on retourne en arrière, on trouve nos résultats et le coefficient pour S3 dans la direction de C1 est 3 sur la racine carrée de 2 et dans la direction de C2 est 3 sur la racine carrée de 6. Nous avons maintenant les coefficients pour nos symboles et on peut le mettre dans le graphique. Et c'est pour ça que nous arrivons à cette représentation géométrique. Nous avons le vecteur de base C1 qui est dans cette sens, ça défie, mais ça doit être C, et C2 qui est ici. Donc, S1 a le coefficient qui est la racine carrée de 2 et 0. Donc, ça tombe dans l'axe de premier vecteur de base, encore une fois, par construction. Et le deuxième vecteur, on voit ici, il y a deux composants, et on arrive là, et le troisième deux composants, et on a le vecteur là. Donc, graphiquement, on voit
qui les deux symboles, les trois symboles, comment sont représentés. Et on peut remarquer la longueur des vecteurs n'est pas égale. On peut le voir à l'œil, donc notre intuition géométrique. Ça veut dire que chacun des symboles a une énergie qui est différente. Donc, on peut faire le calcul, c'est quoi l'énergie de chacun des symboles. On peut faire le calcul d'énergie par symbole par SI carré de T ou S2 carré de T, etc. Ça, c'est une manière de calculer l'énergie. Mais nous pouvons aussi le faire dans les formes vectorielles. Et on peut dire que c'est la norme, mais ici, on va mettre ça au carré pour arriver à ce résultat-là. Donc, ici sont les normes. Et les normes sont des grandeurs différentes. Donc, la norme de SI est par définition le racine carré de la somme I égale à 1 à N des coefficients. Pardon, ça doit être J. Au carré. Donc, on peut faire le calcul de cette façon. Sans la racine carrée, nous arrivons à le même résultat de calcul direct dans la forme intégrale. Donc, on peut chercher l'énergie par l'intégrale, mais aussi à partir des coefficients de vecteurs. Donc, par exemple, nous voyons que l'énergie de S1 et S2 est pareille. Et si on faisant, c'est un peu difficile à voir, mais ils sont la même longueur, ces deux vecteurs. Mais le S3 est plus long, qui est S1 et S2, donc il y a plus d'énergie dans S3. Nous allons plus tard discuter l'effet des positions de chacun des vecteurs dans l'espace du signal, quelle intuition nous pouvons avoir pour quel genre d'erreur va arriver le plus souvent. Mais ça, c'est une discussion pour plus tard.